Nous rentrons à présent dans la deuxième partie de cette émission, consacrée traditionnellement, vous le savez, à notre débat. Et je vous propose de découvrir nos invités. Alors Yvon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le CFO de l'entreprise industrielle bien connue John Cockerill à Liège, mais elle est présente aussi ailleurs dans le monde, notamment en Chine. Yvan Delatte, bonjour. Yves Delatte. Yves Delatte, bonjour, pardon. Ah mais non, c'était bien ça, je suis désolé. Vous êtes le CEO de la Sonaca, entreprise aéronautique wallonne bien connue aussi, également une belle entreprise industrielle internationale et présente aussi aux États-Unis. Exactement. Alors Stéphane Guise, bonjour. Vous êtes le directeur financier d'Eloy. Vous êtes déjà venu ici dans notre spéciale construction. C'est l'entreprise familiale donc de traitement des eaux et de construction située à Sprimont. Marc Erland, bonjour. Vous êtes aussi un habitué de l'émission Partner chez EY et vous êtes spécialisé en stratégie d'entreprise. Alors vous avez entendu Philippe Donnet parler de la situation actuelle, des projections futures sur la relance. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ces perspectives? Qui est-ce qui a envie de lancer ce débat par rapport à quelque chose qui vous a choqué, qui vous a interpellé? Je me lancerai bien, Bruno, parce que je pense que M. Donnet a sorti des points tout à fait valides. Pour ma part, je pense qu'il y a encore d'autres menaces sur la relance des entreprises. Il a parlé des pénuries, je pense que c'est important, et de la main-d'œuvre. Pénurie de matériel et de main-d'œuvre. Voilà, pénurie de matières premières qui est réelle aujourd'hui sur les marchés. Il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre, j'aimerais peut-être y revenir plus tard si on a l'occasion. Mais on a aussi aujourd'hui, en dehors des aspects de pénurie, des disruptions des chaînes d'approvisionnement qui sont dues au Covid, à des demandes déjà très tendues avant la situation Covid et à d'autres facteurs sur lesquels on peut revenir aussi. Et alors, il y a l'éléphant dans le couloir, je veux dire, qui est l'inflation. Il y a aujourd'hui des points de vue qui sont assez divergents. Pas temporaire, on pense qu'elle ne va pas s'installer durablement, mais elle est à surveiller. Voilà, et moi je pense qu'il y a quand même pas mal aussi de facteurs structurels qui pourraient amener une inflation relativement importante dans les temps qui viennent. Alors comment ça se passe dans vos entreprises ou dans vos secteurs? Je sais pas si je peux rebondir peut-être, oui. Vous disiez, c'est tout à fait correct. Mais ça a un effet aussi induit qui est très très important pour des sociétés exportatrices comme la nôtre, c'est l'explosion du coût du fret, oui. Qui a subi une augmentation absolument dramatique pour les entreprises. Bien sûr, nous, le coût des matières premières, c'est important, mais c'était plus que je dirais, la pénurie de matières premières. Mais surtout, ce qui nous a impacté, c'est le coût du fret. Et ça a un impact vraiment très très important. Coût du fret entrant et sortant. Entrant et sortant, absolument, oui. Absolument. Aéronautique? La situation dans le secteur aéronautique est malheureusement fort différente du reste de l'économie. Moi, je vois avec plaisir que... Le secteur ne redémarre pas comme il pourrait redémarrer. Dans notre secteur, on est vraiment en fonction, on est tributaire des ventes et des commandes d'Airbus, de Boeing et des autres avionneurs. Et c'est pas pour l'instant qu'on... Et pour l'instant, on est toujours à moins 45% par rapport à 2019. Et donc, je trouve ça magnifique de voir l'économie redémarrer. Mais en fait, il y a plein de situations. Et vous êtes un peu différentes. à côté au bord de la route en regardant ce redémarrage. On vit en fait une forme de Covid long pour l'instant. Oui. Et donc, 2021, 2022 vont rester des années encore assez difficiles. Yves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, les débats sur l'abandon du chômage économique, pour vous, il devrait se terminer en septembre, mais il ne sera pas terminé, il va être prolongé. Pour vous, c'est absolument indispensable de conserver ce chômage économique. C'est un investissement extrêmement important qu'on demande au gouvernement fédéral au nom de tous les acteurs de Sinon, vous perdez les compétences. Sinon, on va perdre les compétences. Et c'est vrai qu'on voit la situation est très différente. Dans les pays qui n'ont pas offert de protection sociale, on a dû licencier massivement. En Belgique, il n'y a pas eu d'impact social massif. On a pu garder les compétences et on a besoin de ces personnes parce que quand les volumes vont sinon vous allez démarrer 23, plus 24, lentement, 25, il n'y aura pas de relance économique et donc il y aura un impact macroéconomique et social très mauvais. Les gens. Ouais. Stéphane Guise, dans le secteur de la construction, c'est un petit peu le même schéma? Comme ça a été dit par votre invité précédent, le secteur de la construction est en général l'un des premiers à redémarrer. Et hormis au mois de mars et mois d'avril 2020, je veux dire, le secteur de la construction n'a pour ainsi dire pas subi de diminution en termes de volume d'activité. Exactement. Et on peut confirmer aussi que le niveau de la demande, que ce soit du secteur industriel ou des privés, est vraiment au rendez-vous en ce moment. Mais maintenant, avec les inondations et l'ensemble des grands travaux, comment est-ce que votre secteur va être capable de suivre? C'est une véritable question, parce que d'un côté, c'est très important pour soutenir la relance. De l'autre côté, il faut être capable d'avoir les facteurs de production humains, matériaux... Exactement, ça va être le principal défi pour le secteur de la construction dans les mois et les années qui viennent, ne fût-ce qu'en termes de ressources humaines. La plupart des métiers du secteur de la construction sont aujourd'hui qualifiés de métiers en pénurie. Aujourd'hui, des coffreurs ferrailleurs, des chefs d'équipe, des... Mais comment vous faites concrètement? Alors pour l'instant, vous devez refuser du travail? Vous allez devoir refuser du travail?
On espère ne pas en arriver là. Maintenant, on doit se montrer innovant, que ce soit en termes de recrutement. Aujourd'hui, on ne trouve pas sur le marché les ressources nécessaires pour accomplir le travail. Et donc, on a décidé de plus en plus de former le personnel en interne. Pour citer quelques exemples concrets, nous avons lancé des partenariats avec des écoles techniques de la région, avec le Forum. Nous prenons de plus en plus d'étudiants en stage dans l'entreprise. Et nous allons très prochainement lancer une école de formation pour les chefs d'équipe à notre siège de Sprimont. Alors, je parlais ici de métiers techniques, mais à côté de ces métiers techniques, il y a aussi toute une série de métiers pour lesquels aucune qualification n'est demandée et pour lesquels une personne qui a une bonne motivation et une belle personnalité peut parfaitement convenir. Pour citer un chiffre, on a une 40aine de postes vacants d'ouvriers, que ce soit pour exécuter nos chantiers ou pour produire dans notre usine de production de stations d'épuration. John Cockerill, c'est la même chose dans votre entreprise ? Mais je pense que la guerre des talents, elle est là, hein, c'est évident. Elle était déjà là avant le Covid. Elle était déjà là avant. On a beaucoup. Notre business principal est malgré tout un business dans lequel on recherche du brain. Et donc des ingénieurs, des techniciens. Et donc rien que depuis le début de l'exercice 2021, on a engagé dans notre division renouvelable plus de 50 personnes. Mais on est évidemment à risque de les perdre très rapidement. Donc il y a réellement une guerre de talents qui s'est installée. Et donc il faut gérer en offrant quelque part un package, mais pas uniquement en rémunération. Hein. Je pense qu'il y a le cadre de travail, c'est l'ambiance de travail. Il y a la raison d'être de l'entreprise, l'adhésion, l'engagement, le fait d'être aussi la motivation. Dans des métiers comme le renouvelable, qui est un métier qui aujourd'hui pousse beaucoup de jeunes vers l'entreprise. Donc tout ça est extrêmement important. Mais oui, il y a une guerre de talent à tous les niveaux. Ça, c'est Yves Delatte, secteur aéronautique, votre secteur, c'est la même chose, exactement? C'est la même chose. Et nous, l'objectif, c'est de pouvoir investir dans le futur. Parce qu'on le sait, l'aéronautique doit se renouveler. Il y a eu des engagements très forts. C'est le composite, mais c'est aussi les moteurs électriques, les Sustainable Alternative Fuel, donc les carburants qui n'émettent pas de CO2. Oui, c'est l'avion électrique. Donc il y a plein d'opportunités. La fameuse usine de kérosène en Wallonie dont on a parlé cette semaine. Tout à fait. Et donc il y a plein d'opportunités de développement. Donc on continue à essayer de développer des nouveaux projets ambitieux. Où est-ce que vous en êtes au niveau trésorerie? Est-ce que vous avez une trésorerie qui était impactée par le Covid ou bien le chômage temporaire, Corona, a permis de préserver une trésorerie, ou bien il n'y a pas assez de cash et vous allez avoir besoin de fonds publics européens, belges, wallons? Alors, secteur aéronautique? Au niveau de l'aéronautique et chez Sonaca en particulier, on a été très largement aidé par nos actionnaires parce qu'évidemment, avec des baisses de cadence de plus de 45%, la série W, la SFPI. Et donc, on renégocie actuellement notre dette avec les banques et on a beaucoup de support de la part de nos banques. Donc, on voit vraiment que tous les acteurs, que ce soit actionnaires ou banques, se sont mobilisés pour supporter l'industrie. Yves, on le CFO de John Cockerill. On n'a pas eu d'annulation de contrat. Donc ça, c'était déjà... Mais les contrats ont été reportés souvent. Quelques contrats ont été reportés, mais d'autres ont malgré tout continué. Et donc, le chômage Corona a évidemment aidé la trésorerie, mais ne nous a pas permis de garder cette trésorerie, évidemment. Mais est-ce que vous avez la trésorerie pour redémarrer à la vitesse de relance de l'économie aujourd'hui? La réponse est oui. La réponse est oui, et je voudrais rebondir là-dessus parce qu'on parlait tout à l'heure d'une enveloppe de 6 milliards. Mais pour des sociétés exportatrices comme nous, les plans de relance, ils existent également ailleurs. Et donc, il faut pouvoir profiter de ces plans de relance, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Asie. Et on voit la croissance du PIB, que ce soit aux États-Unis ou en Asie. Et donc, il faut pouvoir être là. Et pour ça, je dirais, l'aide que l'on peut avoir, c'est nous aider à la grande exportation. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette aide n'est pas présente ou elle devrait être présente? C'est-à-dire que, par exemple, les Export Credit Agencies ne couvrent qu'un pourcentage des montants exposés. Donc, les banques, quand elles vont vers les Export Credit Agencies, elles ne sont pas couvertes à 100%. Donc, quelque part, il faudrait aider aussi... Ça va vous poser problème dans certains contrats? Parfois, pour obtenir certaines garanties bancaires, oui. Parce que le risque pris par la banque est peut-être trop élevé et donc pourrait être couvert par la suite par les ICA. Stéphane Guise, dans la construction, le cash, il est présent pour suivre la relance aujourd'hui? Il est présent pour suivre la relance. Maintenant, on peut remercier le chômage Corona qui nous a quand même bien aidés pendant la période difficile de début 2020. Alors, quels sont les autres problèmes que vous rencontrez par rapport à la relance quand vous regardez ce qui a été expliqué par Philippe Donnet, quand vous regardez vos plans et vos budgets dans les prochains mois sur 2022? C'est quoi les obstacles, les choses qui pourraient vous empêcher de profiter de cette relance et qui n'ont pas encore été abordées aujourd'hui? On a abordé les matériaux, on a apporté les talents. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles? Alors nous, au niveau des talents, on a quand même aussi clairement une situation très compliquée aux États-Unis, parce que là-bas, c'est le plein emploi. On ne s'en rend pas bien compte ici en Belgique, mais les États-Unis ont démarré. Les chiffres d'emploi de ce mois-ci ne sont pas très bons.
Ils sont sortis cet après-midi. Ils sont pas bons, mais c'est une illusion. L'emploi aux États-Unis aujourd'hui, le chômage est déjà moitié moins, plus que moitié moins que ce qu'il était en 2010. C'est relatif par rapport au mois précédent. Voilà, c'est un point qui est extrêmement important par rapport à la pénurie de la main-d'œuvre. Je pense que c'est un des phénomènes qui va alimenter de l'inflation, parce que tant en Europe qu'aux États-Unis, ça passe un peu sous silence, mais au cours de la dernière décennie, le chômage a été divisé par 3. Aux États-Unis, entre 2016 et 2020, on est passé de 6% à 4% de chômage. Autant dit rien, c'est vraiment un chômage structurel. En Europe, on est plus élevé, on était 7%, mais ça reste quand même très bas par rapport à l'historique. Alors oui, les chiffres du mois ne sont pas bons aux États-Unis. Oui, c'était relatif. On a déjà presque rattrapé tous les effets Corona. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je peux vous garantir que sur le terrain, on a des centaines de postes ouverts aux États-Unis, on a un mal de chien à les remplir. C'est impossible. Et l'impossibilité d'aller à l'étranger, puisque pour l'instant, les États-Unis cadenassent extrêmement fort l'arrivée de talents étrangers. Exactement. Mais un des points aussi, si je peux me permettre, c'est parfois en Europe la lenteur qu'il y a entre la décision sur les plans et l'infusion dans le milieu industriel. Alors qu'aux États-Unis, ça va extrêmement vite. Donc on décide d'un plan de relance, ça va très très vite vers l'industrie, vers les entreprises. C'est des craintes que vous exprimez aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est une crainte que ça n'aille pas assez vite. Oui. Et je pense qu'un élément important dans la mise en œuvre de ce plan de relance, ce sera aussi la coordination. Parce que finalement, 6 entre milliards, les différents niveaux de pouvoir. Entre les différents niveaux de pouvoir, entre les différents projets aussi. 6 milliards est une enveloppe considérable et je crois que c'est vraiment important de réfléchir à la manière dont on va agencer ces projets, dont on va organiser tous ces projets, dont on va maximiser l'efficacité de ces projets. Je crois qu'il faut éviter le saupoudrage. Et donc, clairement, il faut... Est-ce que théoriquement, sur le plan européen, en tout cas, il ne devrait pas y avoir de saupoudrage, puisque les projets devaient être des projets relativement bien construits, déjà prêts à être exécutés quasiment. Donc, a priori, sur le plan européen, il ne devrait pas y avoir de saupoudrage. Vous craignez vraiment un saupoudrage ? C'est plus dans les plans régionaux ? Oui, je parle plus dans les plans régionaux. Oui. J'ai envie un peu de challenge. Vous avez tout à fait raison. Moi, je ne crains pas tellement le saupoudrage. La Banque Centrale Européenne a mis 1800 milliards ou mettra 1800 milliards d'euros sur le marché. Aux États-Unis, c'est 6 000 milliards de dollars. La masse monétaire a augmenté de 50% entre début 2019 et mi-2021, plus 50%. On est actuellement au double de ce qu'on a pu avoir. Pardon, alors elle a doublé par rapport à 2019, elle est à plus 50% de ce qu'elle n'a jamais été, qui était en 2015. Donc la masse monétaire a doublé en l'espace de 18 à 24 mois. Bien évidemment, on n'a pas trop de problèmes de trésorerie. En réalité, il y a beaucoup d'argent disponible, mais il y a peu de main-d'œuvre, il y a peu de matières premières, il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont... Mais est-ce que la région wallonne est parfaitement équipée pour pouvoir diffuser, initier, démarrer ces plans et faire le suivi administratif ? Est-ce que si elle le fait de la même manière qu'elle le faisait pour les aides à l'investissement, est-ce que ça va fonctionner ? Parce qu'il n'y a pas de secret, s'il y a une guerre des talents, il y a aussi un personnel dans l'administration qui n'est pas dimensionné pour accorder ces plans. Est-ce que c'est ça que vous craignez ? Ça va fonctionner. La question, c'est vraiment une question d'efficacité. Je pense qu'on peut maximiser l'efficacité du plan, qu'il soit fédéral ou régional, avec une bonne coordination des projets. Oui. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises ou les représentants des entreprises devraient être plus impliqués dans ces répartitions. Et on parle de l'Union wallonne des entreprises, par exemple. Pour moi, ce n'est pas tellement une question de répartition, c'est vraiment une question de mise en œuvre. Je pense que quand on veut investir un plan avec des montants pareils, c'est extrêmement important de bien définir pour chaque projet le scope du projet, les objectifs du projet, les implications croisées entre chaque projet, quelles sont les synergies entre tous ces projets. Et je pense que c'est vraiment dans cette logique d'implémentation et de gestion de projet qu'on va pouvoir maximiser l'efficacité du plan de relance. Alors Yves, par rapport, comment dirais-je, au CFO sur la partie des moyens financiers et du cash, vous, à part les talents, le cash est là, vous pouvez exécuter. On a à la limite. Est-ce qu'on peut dire que vous n'auriez plus besoin du chômage Corona ou peut-être jusqu'à la fin de l'année et puis après on peut arrêter cette mesure ? Contrairement à ce que dit Yves, je pense que dans la situation actuelle, le télétravail qui n'est plus obligatoire, les taux de vaccination qui sont importants, oui, pour nous, il faut arrêter le chômage Corona et peut-être cibler beaucoup plus les aides. Et si on fait la synthèse entre vous deux, c'est ciblé sur les secteurs. Absolument. Et l'aéronautique est certainement un secteur prioritaire pour garder les aides Corona. Un petit mot sur les marchés publics. On a entendu un petit peu... Peut-être pour revenir par rapport à la partie chômage Corona, nous, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est le chômage économique par manque de matériaux et de matières premières sur chantier. Oui, pour amortir les cycles où il y a des pénuries.
beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la situation actuelle. On parle de délais en semaines et pour beaucoup de matériaux qui sont critiques. Par exemple ? C'est essentiellement les matériaux d'isolation, les matériaux issus de l'industrie, du bois et les métaux, pour lesquels la situation est vraiment compliquée, voire dramatique. Et ça perturbe fortement le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Pour être concret, quand on recevait des prix de la part de nos fournisseurs au mois de mars, en début d'année, le fournisseur était en mesure de garantir les prix pendant 1 mois, ce qui était déjà beaucoup plus court qu'en temps normal. Au mois de juin, on parlait de délai de prix garanti pendant 1 journée. Et au jour d'aujourd'hui, pour certains matériaux, essentiellement les métaux, on parle de prix valable 1 heure. Ce qui veut dire que dans le fonctionnement de l'entreprise, que ce soit au démarrage, c'est-à-dire dans notre cellule commerciale, on n'est plus en mesure de garantir un certain niveau de prix à nos clients, puisque le prix bouge tellement que ça... Oui, mais donc ça veut dire que vous n'êtes incapable de délivrer sans répercuter ça sur le client ou perdre de l'argent. C'est ça le trade-off. En fait, il y a 2 types de marchés. Il y a les marchés qui disposent de clauses de révision de prix, essentiellement les marchés publics avec les clauses légales. Et là, on a quelque part cette protection au niveau des prix. Par contre, dans tout ce qui est marché privé, que ce soit pour nos clients industriels, là, malheureusement, il n'y a pas de mécanisme de protection. Mais on a la chance d'avoir des clients fidèles qui se montrent compréhensifs et bien conscients de la situation. Et le but, c'est de trouver un juste milieu et c'est de trouver ensemble des solutions. Quand il y a une matière première qui manque sur le marché, peut-être réfléchir ensemble à des alternatives. Le but, c'est pas non plus de reporter la hausse de prix sur le client. Le but, c'est de trouver vraiment un juste milieu et un équilibre. Il nous reste 1 minute. Quel est le message que vous avez envie de délivrer aux autorités régionales par rapport à cette relance pour vous aider à pouvoir alimenter cette relance, à créer de l'emploi, à redémarrer cette machine économique dont dépend la machine sociale? Rapidité et efficacité. Oui. Ambition et esprit d'entreprendre. Esprit d'entreprendre, c'est pas antinomique, c'est vraiment un changement culturel qui est attendu, sinon on ne réussira pas cette relance. Exactement. Je pense, par rapport de nouveau à la comparaison avec les États-Unis, on passe beaucoup de temps nous aux États-Unis, on voit vraiment une culture d'entreprendre là-bas où les gens ont droit. Qui se traduit dans l'administration aussi? Vous discutez avec l'administration américaine également? Qui se traduit surtout dans le business, dans l'industrie. Dans l'industrie, Stéphane? À côté du plan de relance, mettre l'accent sur la formation, essentiellement sur les métiers techniques, et peut-être lutter aussi contre les pièges à l'emploi qui restent malgré tout présents. Marc? Alors moi, je pense qu'il y a 3 points pour les entreprises en général, qui sont être prêt à lutter contre l'inflation. Comme je disais, il y a de fortes chances qu'elle soit structurelle. Il faut la maîtriser, oui. Il faut reconsidérer ces chaînes d'approvisionnement. Les coûts du frais ont changé, ça change toute l'économie d'un système. Et puis, s'il y a un message pour les autorités, c'est que malheureusement, ce sont des choix pas très populaires. Il faut s'attaquer au chômage structurel. 7%, c'est trop. On a besoin de ces gens dans les entreprises. Il faut penser à une politique migratoire qui soit sélective, efficace. Il faut penser à la formation et il faut penser à la durée du temps de travail. Tous des sujets qui sont difficiles politiquement, mais sans lesquels on va avoir une grosse pénurie de main-d'œuvre et on n'arrivera pas à surfer sur la relance. Parfait, je vous remercie pour vos interventions, c'était plus qu'intéressant. Merci pour ce débat et je vous propose à présent de passer, après une page de publicité, à la 3e partie des acteurs de l'éco, vous le savez, traditionnellement consacrée à l'interview du CEO, et je vous laisse la surprise de savoir qui nous allons inviter pour cette 3e partie. Merci.